Podcast. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist consacré à la chute de la maison Usher qui est disponible sur Netflix. Pour parler de cette série en 8 épisodes, on accueille Alex. Salut Alex. Coucou. Tu peux peut-être nous parler de tes podcasts. Oula, j'en ai un, Gonbe, un podcast qui parle de la Corée du Sud et surtout sur son aspect culturel. Mais bon, cette année, j'ai un peu envie de parler de beaucoup de webtoons et de drama, donc on verra bien. Très bien. Et David, qui déteste des podcasts, n'est-ce Bonjour, pas ? bonsoir, oui, je les déteste, ces engeances. Donc, je suis David, j'ai le podcast, l'anti-podcast, je déteste les podcasts, et je participe aussi, je fais aussi les yeux clos, et il m'arrive de participer à des choses sombres faites pour le label Podcut. Alors, La chute de la maison Usher, c'est une série qui est sortie le 12 octobre 2023, dans l'ambiance d'Halloween. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je vais commencer. Donc, moi, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Je connaissais les nouvelles. Alors, à un moment, je ne les ai pas relues, mais je connaissais les nouvelles de Poe et il y a réellement un plaisir à essayer de retrouver les éléments et à essayer de voir comment ils les ont adaptés à un monde contemporain. Je trouve ça vraiment très bien fait, aussi bien esthétiquement que scénaristiquement. Alex ? C'est pas ma série préférée avec cette équipe, mais j'ai beaucoup aimé suivre ces histoires. Et même si c'est une série qui est faite pas forcément pour être bingée parce que chaque épisode est un peu indépendant, je crois que je l'ai regardé en un temps record, donc c'était vraiment intéressant. Je m'attendais pas en fait de la part de l'équipe, du réalisateur et tout, à avoir une série aussi graphique à plein de niveaux et avec autant de réflexions sur la société américaine et tout ça. Moi, je l'ai vraiment regardé parce que dès que je vois ces acteurs, je lance la série et je me pose aucune question. Et ce que je trouve très drôle, c'est que Netflix me l'a mise en suggestion en me disant « Parce que vous aimez les séries avec des familles dysfonctionnelles, on vous propose ça. » Genre, j'ai encore le screen et j'avais trouvé ça assez hallucinant. Je disais, tu pouvais pas me dire parce que vous regardez toutes les séries du réalisateur. Non, c'était parce que vous aimez les séries avec les familles dysfonctionnelles. Et oui, c'est une façon d'aborder. Alors moi, je sais pas du tout ce qu'a fait Mike Flanagan en autre comme série, donc est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus ? Mais j'ai jamais rien vu d'autre de lui. Alors, c'est Hill House, mais alors c'est quoi le titre complet ? Haunting of the Hill House, Haunting of the Bly Manor, Midnight Mass. Il a fait aussi la série avec des ados qui se racontent des histoires qui étaient géniales. Ah, c'est lui ! Midnight Mass, c'était trop bien d'ailleurs. Alors du coup, qui c'est qui nous fait un rapide, qui nous plante un petit peu le décor, parce qu'on a parlé déjà d'Edgar Poe, mais il y a plein de choses à dire sur cette famille, en effet, dysfonctionnelle. Ça, on peut être très clair que on n'aimerait pas prendre le petit-déj avec eux. Donc, l'histoire est inspirée d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher. Donc l'histoire est contemporaine. On n'a pas de date exacte, je pense pas, mais c'est très contemporain. Si, on a 2000. Oui. Si. Ouais, Si, c'est très daté en fait. Parce qu'il y a la nuit du 1er décembre 79. Et après, c'est moins daté, mais on a le début, en tout cas, de l'histoire qui est très ancrée dans le tout début des années 80, un sujet que je ne connais pas. Donc, oui, effectivement, donc on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur, Roderick Usher et sa sœur, non là ça y est, je cherche mes notes, sa sœur Madeleine Usher, des enfants qui vont devoir affronter très tôt, on le sait dès le début de la série, très tôt, un traumatisme assez important de par leur mère déjà, qui est quand même mentalement problématique. Et en fait, ils vont bâtir, Roderick Usher et sa sœur vont bâtir un vrai empire pharmaceutique qui s'appelle Fortunato, l'entreprise Fortunato. Et pour bâtir cet empire, ils vont se reposer sur un médicament qui est un antidouleur très puissant, censé ne pas être addictif, dont on en a parlé tout à l'heure, je vais retrouver le nom, le Ligodone.
Oui, le Ligodon, qui est vraiment le bateau phare du groupe. Et quand on commence la série, on se rend compte très vite que la société Fortunato est dans le collimateur de la justice américaine, et notamment d'un procureur qui s'appelle Dupin, qui est aussi le nom d'un personnage très célèbre d'Edgar Allan Poe, pour les dégâts et que fait l'antidouleur, le Ligodon, et aussi pour les malversations que ont mis en place cette famille pour pouvoir devenir très très riche. Voilà, je pense que ça peut poser un peu le décor. Ça peut poser un peu le décor. Il y a clairement, c'est quand même une ambiance sombre, voire très sombre. Et je le ferai pas, regarder à ma petite cousine de 12 ans. C'est assez adulte comme série, même si voilà, ça reste regardable même pour une flippette. Moi, je suis une grande flippette et du coup ça va. Il y a pas trop, c'est pas trop graphique, même si les décors et quand même comme tu le disais David dès le départ, l'esthétique de la série est quand même très dans cet esprit, on va dire gothique, qui est déjà présent chez Allan Poe, et donc ça c'est bien repris dans la DA, on va dire. Après, oui, qu'au niveau de l'âge et trigger warning, on en parlait, mais la violence est quand même présente, hein. Là, on est dans une série d'horreur. La violence, le Après, sexe, le sexe, un oui, peu est très présent aussi. la drogue, Oui, oui, c'est bien. voilà, c'est à peu près tout. Oui, c'est un snuff movies. Et il y a petit point doesthedogdie.com, il y a un petit chat à qui il arrive du malheur. Ah oui, c'est Ah vrai. oui. Ça, c'est mon trigger warning perso. Alors, il lui arrive du malheur, mais En même temps, moi je dirais que ce Pluton, chat est un enfoiré, alors que d'habitude j'aime vraiment beaucoup les chats, mais celui-là, Oui. ah oui. Ah oui, un celui-là, petit faut peu. pas le chercher, faut pas trop le chercher, ce chat-là. Ah non, il est un petit peu hardcore plutôt. Alors c'est vrai que Ah, c'est vraiment, moi je l'ai vécu un peu. Alors la seule nouvelle de Poe que j'avais lue, c'était l'assassinat dans la rue Morgue, donc j'ai presque été tentée par commencer par l'épisode 3. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Mais du coup, moi, j'ai passé mon temps à essayer de chercher les références à la littérature dedans, et à plein d'autres, et des références, il y en a plein, il y en a, enfin, pas qu'à la littérature, pas qu'à Poe. Et j'ai trouvé que le côté référentiel pouvait parfois un peu distraire de ce côté horreur, de se dire ah bah tiens, ça c'est comme dans tel truc, ça c'est comme dans tel truc. Il y a quand même la présence de la religion qui est très 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 forte aussi. Moi j'ai trouvé, bah, ce qui du coup fait écho pour moi avec la série sur les sermons de Minimi, qui est là aussi très marquée par la religion. Et là, ne serait-ce que dans le décor dans le premier épisode, on a quand même des crucifix, une dizaine par pièce, donc c'est quand même très très marqué. Et j'ai alors trouvé moi, ça intéressant personnellement... qui... Oui, Pardon, vas-y. vas-y, continue. Non, je t'en prie, Non, mais continue. moi j'étais... c'est le puits et le pendule qui m'a intéressé, parce que c'est la nouvelle qui m'a le plus marqué de Poe. Et je m'attendais avec j'attendais avec impatience son arrivée. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont volontairement mis en avant-dernier, parce qu'on a oublié de le dire, mais c'est une mini-série, hein, ce n'est que de 8 épisodes. Et ils l'ont placé au 7e. Alors, j'ai aimé, mais bon, je trouve il y a une adaptation, mais elle est bien faite, je peux pas dire. Elle répond beaucoup à la 2, en fait. On se rend compte aussi que les épisodes se répondent beaucoup, hein. On peut pas regarder dépendamment. Par contre, Non, regarder non, ça c'est indépendamment, clair. c'est impossible. Autant Ouais, je suis d'accord avec Alex, à binger, c'est pas forcément l'idéal, parce que c'est quand même très riche, autant dans l'histoire que dans l'esthétique. Autant, oui, voir les épisodes dans le désordre n'a pas d'intérêt, et il y a vraiment une suite. Et puis même, je trouve que justement dans la timeline, c'est ce que tu disais un petit peu, c'est que des fois on sait plus trop où on est. En fait, l'histoire est très ramassée enfin l'histoire principale est très ramassée sur 15 jours finalement. Et du coup, moi, j'avais parfois du mal à savoir si tout ce qu'on nous montrait était dans l'ordre, en fait. très, très vrai. Alors Alex, je sais pas si toi, Contrairement à tu l'as vu. vous, j'ai pas souvenir des nouvelles de Poe. Du coup, j'avais pas du tout cette distraction.
c'est vrai que c'est assez difficile des fois de raccrocher la timeline. C'est un petit peu fait exprès, je pense, pour nous égarer. Mais c'est vrai que des fois, j'étais là, mais je comprends pas, il l'a invité à une fête, mais c'est quand on est avant ou après. Des fois, je savais pas si on était avant que le personnage lui soit arrivé du malheur, juste après. Des fois, c'était un petit peu flou. Du coup, ça m'a gardé un petit peu concentrée sur la série, peut-être plus que d'autres séries de Mike Flanagan où, par exemple, comme Midnight Mass, où il y a aucune difficulté à suivre l'histoire et on peut, parce que c'est souvent mon cas, faire un puzzle à côté ou un déco. Et là, vraiment, j'étais beaucoup plus concentrée parce que des fois, j'étais là, attends, lui, c'est qui? Je comprends pas. Il est pas mort? Non, pas encore. C'était intéressant. Après, j'ai pas la référence des nouvelles, donc j'ai pas été tentée d'aller voir un épisode avant l'autre. Mais effectivement, faut suivre et les détails se suivent chronologiquement. Donc, Moi, j'ai bien aimé. mais c'est pas un scénar qui, je trouve, Non. mais pardon, c'était pas un scénar qui était, comment dire, autant le sous-texte était fou, autant le scénario, au final, il est vachement simple quand on arrive à la fin. Oui, mais quand on arrive à la fin. Alors, du coup, là, ça pose la question de la replay value de la série, qui pour l'instant, en ce qui me concerne, est plutôt bonne puisque j'en suis au troisième visionnage avec des personnes différentes. Mais là, bah, justement, cet après-midi, j'ai re-regardé le premier épisode et il y a des détails qui m'ont refrappé que j'avais pas vu au début. Donc, du coup, je trouve elle est suffisamment riche comme ça pour pouvoir éventuellement la revoir. Alors oui, peut-être un peu plus distraitement si jamais. Voilà, moi je suis pas fan de puzzle, mais voilà. Mais du coup là, j'ai vu un truc bouger dans un fond de décor et ça m'a plutôt fait surprise et je me suis dit bah je prends quand même du plaisir à la revoir même si je sais où ça va. On peut peut-être parler un peu du Moi, casting. j'ai beaucoup aimé la narration en rétrospective. C'est-à-dire qu'au début, il faut se rendre compte que, en fait, Rodrigue Scher invite Auguste Dupin dans sa maison de naissance, sa maison familiale, qu'il a laissé un peu dépérir. Il a acheté tout le quartier. Et lui, pour le faire venir, il lui dit qu'il va tout révéler. Je me trompe pas, c'est ça, il lui dit qu'il va tout révéler. Et cette narration-là est très bien. Moi, je la trouve très bien faite. Parce qu'on a des allers-retours avec au présent. Donc, parce qu'en fait, l'histoire est au présent. C'est la confession de Usher à Dupin. Mais on a des allers-retours. C'est plutôt bien fait. Cette idée-là d'aller-retour entre je me confesse et mon histoire, moi, je la trouve très très bien faite. Franchement, très bien faite. Oui, je trouve que ça et puis ça donne un cadre un petit peu unité de temps et de lieu puisqu'on est avec Dupin, enfin, le point de vue de Dupin nous est quand même fortement suggéré. On nous suggère que c'est plutôt, on va pas se mentir, c'est plutôt lui le gentil, enfin, le plus gentil de tous. Donc on a quand même envie d'être plutôt de son côté, d'être dans son rôle d'enquêteur, ce qu'il est chez Poe. Et donc on est face à cette famille dysfonctionnelle. J'aime beaucoup le terme, vraiment, ça correspond tout à fait. Moi, c'est un des trucs qui m'avait attiré dans la série, parce que j'aime beaucoup les histoires de frères et sœurs, et en général des histoires de frères et sœurs qui se passent mal. Mais là, on est gâté sur le côté famille qui merde de A à Z. Ah ouais, c'est un maître étalon. Hein. Ah, on est sur un maître Ah, étalon. j'avoue. Et c'est vrai que ma grosse surprise quand j'ai commencé la série, ça a été le cast et notamment le choix de Mark Hamill pour faire Arthur Pym. Et à chaque fois qu'il était là, j'étais si heureuse. Il est extraordinaire. Franchement, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Mark Hamill, Bah oui. c'est la grande Moi surprise. j'ai trouvé, il est là à tous les épisodes, il a un rôle discret mais très fort et ouais, enfin quasiment moi je veux une série sur le personnage d'Arthur Pym quoi. Ouais. Il est dangereux et on sent le danger. Très. Il est très très sobre dans son jeu, mais ce personnage est d'une dangerosité maximale. Très très effrayant. C'était Mark Hamill qui jouait Arthur Pym, j'avais pas capté. Ah, t'avais pas vu? Ah ouais, révélation. Eh ben oui. Là, du coup, il y a déjà une rewatch value pour moi parce que j'étais là, quoi? Et ouais, depuis tout à l'heure, j'étais là, non. Mais c'est vrai qu'Arthur Pym, il est génial en plus parce qu'on sous-entend tellement son histoire pendant toute la série et même à la fin, on la connaît pas. Alors, on sait pas ce qui est vrai ou pas. Dans l'épisode 8, on a quand même alors, c'est très très dur de parler de cette série sans divulgacher. Tout à fait, oui. J'ai envie de vous raconter tout, moi. C'est compliqué de pas spoiler, ouais. Non mais Arthur Pym... Il y a quand même des motifs qui...
Vas-y. Oui, pardon, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Et non, je voulais parler des motifs et notamment de celui du corbeau, alors qui nous introduit peut-être au personnage le plus récurrent et le plus étonnant de Verna, qui est le fil noir, sombre, affreux, puisque Verna. C'est l'anagramme Je sais pas si tu peux nous parler de Verna. Verna, c'est l'anagramme de Raven. Et c'est un peu le fil noir et tout. En fait, je pense que là, ça aborde. On parlait des mythes. Là, il y a quelques mythes qui sont abordés. Et un Méphistophélès est abordé. Le mythe de Faust oui. est effectivement présent. Et puis Verna, elle dit clairement qu'elle est pas humaine et que elle ne précise pas ce qu'elle est, mais elle est clairement pas humaine. D'ailleurs, c'est une deuxième narratrice en quelque sorte. Il y a une sorte de double narration, la narration de Verna, et la narration de Roderick. Et bien, d'ailleurs, il y a pas mal d'interrogations. Dupin, il interroge beaucoup Roderick sur mais comment vous savez ça ? Comment est-ce que je peux vous croire ? Et du coup, ça donne aussi une petite ampleur de se dire bah ouais, si ça se trouve, c'est ce que Roderick a imaginé et on va voir que Roderick imagine et voit beaucoup de choses dans la série qui sont pas forcément Tout à fait. pas forcément vraies. Et toi, Alex, le personnage de Verna, il t'a plu ? Alors, déjà, je découvre que Verna est l'anagramme de Raven. Moi, vraiment, cet épisode, c'est beaucoup de découvertes. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. C'est un personnage qui est pas cruel pour être cruel. C'est un personnage qui a des principes qui sont particuliers et qui s'y tient, quoi que ça implique. Mais qui reste droit dans ses bottes. Et ça, c'est très étrange, considérant que Verna est, selon les points de vue, soit le grand méchant de la série, soit le grand mastermind. Et j'avais trouvé que c'était un personnage très intéressant. Je me suis un petit peu laissée biaiser par le fait que j'adore l'actrice. L'actrice est là aussi exceptionnelle, je trouve. Tout à fait. Mais tous ils sont très bons, je trouve. Oui, il y a pas de maillon faible, hein. Ouais, réellement, ouais. Ils savent jouer. Quand on voit toutes les séries de Mac Flanagan, on se rend compte quand même qu'ils jouent une diversité de rôles assez incroyable. Et à chaque fois, ils arrivent à avoir le truc qui rend le personnage crédible dans l'histoire. Et ça, je trouve ça génial. Et non, c'est un personnage qui est assez intéressant. Après, je reviens sur effectivement les moments où on se rend compte que genre il y a un personnage de l'histoire qui est quand même assez omniscient, qui est Roderick. Roderick. Et ça, c'est un point. Cette histoire, c'est aussi ça qui fait que je pense, oui, il y a peut-être une rewatch value, c'est revoir l'histoire avec toutes les clés qu'on nous donne au fur et à mesure des épisodes, mais qu'on percute pas forcément tout de suite. Genre, il y a beaucoup de choses là que je suis en train de percuter parce que vous me le redites. Genre, à distance de l'avoir vu. Pareil, aussi, moi, je pense qu'il est très important, une chose importante, c'est que les femmes, c'est elles qui ont le pouvoir dans cette série. Mais d'ailleurs, c'est dit par le personnage le mari de Tamerlane, Billy, qui est vraiment un personnage qui est maltraité à fond. Mais il dit, il est temps que cette famille se rende compte qu'elle a une matriarchie. Et c'est très vrai. Enfin, le personnage de la mère d'abord, puis même, je trouve que le Roderick est quand même en dessous de Madeleine, qui est présentée comme le cerveau et plus comme la manipulatrice, et les personnages de femmes sont relativement forts, alors que les personnages de mecs sont un petit peu tous des losers, même Roderick en fait. Oui. L'intelligence est chez les femmes dans cette série, réellement, profondément. Ah oui, c'est sa sœur qui le tient depuis le début, qui décide tout pour lui depuis qu'il a 8 ans et demi. C'est un truc. Alors oui, moi j'avoue que j'ai été là aussi la replay value au joue quand je me suis rendu compte dans le premier épisode qu'ils dormaient dans le même lit. Et là j'étais ok. D'accord. Oui. Il y a une notion d'inceste. Moi, j'ai trouvé que, il me semble évident que dans cette série, la question de l'inceste, du sexe est très forte. Leur rapport à leur mère, il est hyper malsain. Leur rapport à leur père, n'en parlons même pas. Et même voilà, le couple. Et pour moi, le fait que Madeleine ne se marie pas, enfin si elle se marie, elle parle de ses ex-maris, mais n'ait pas d'enfant. C'est clairement parce que le duo, c'est elle et son frère, et que personne ne se mettra jamais entre eux. Et même les enfants de Roderick, qui sont nombreux,
7, c'est ça. Ils ne se mettent pas du tout entre eux. Non. Ils Et même chez ils ses existent même enfants, pas. c'est les filles les plus intelligentes. Les scientifiques. Ouais. Sauf la Ou pauvre l- Tamerlane qui là aussi en prend pour son grade tout le temps. Et là, j'ai pensé à Alex. Parce Ah que bon? franchement, c'est Gwyneth Paltrow. C'est une pâle copie de Gwyneth Paltrow. Oui. Je me demandais si t'as pensé à moi parce que le personnage ne dort jamais. Ah oui, Ce c'est qui vrai. aurait pu être possible. C'est vrai aussi. Non. Mais Tamerlane, c'est genre... En fait, les enfants... Comment dire, les vrais, entre guillemets, enfants du couple du premier mariage de Roderick, Annabelle Lee et Roderick. c'est Mm. c'est vraiment les deux qui... Comment dire, c'est vraiment les deux qui sont pas fous. Genre, c'est les deux pas moins intéressants, mais presque. Oh, c'est les deux plus détruits, je trouve. Moi. Par contre, Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est les deux qui comment dire, qui ont le moins d'unité familiale aussi, qui ont... Et du coup, c'est intéressant de voir que les enfants, entre guillemets, les bâtards, alors bon, pas vraiment, c'est eux qui ont le plus d'unité, qui ont le plus avec des gros guillemets, de valeurs familiales, etc. Mais effectivement, pour revenir, oui, d'ailleurs, les femmes sont les comment dire, sont les personnages les plus, pas les plus travaillés, mais les plus, comment dire, plus puissant. qui ont le plus de réussite, voilà, dans la société et tout ça. Et d'ailleurs, c'est un personnage féminin, je trouve, qui a le rôle le plus ordinaire et du coup le plus grandiose dans la série, c'est la fille, enfin la petite fille de Roderick. Ouais. Lénore. Lénore. C'est genre le seul personnage normal, vraiment normal, toute la série. Genre qui a des réactions logiques, normales, banales. Genre qu'on pourrait retrouver dans la rue. Il y en a un, c'est elle. Et c'est elle qui, moralement, est la plus, entre guillemets, saine. Oui, et elle est pas encore touchée par le mal. Qui est la victime expiatoire aussi, et c'est comme ça que la présente Verna. Elle, c'est ce qu'elle lui dit, et elle a pas, enfin, elle est vraiment l'innocente. Elle est montrée tout le temps. C'est la plus jeune aussi, mais elle est vraiment montrée comme l'innocence, et l'innocence qui va être détruite par tous les problèmes qui s'immiscent dans cette maison. Il y a souvent cette question de la faille, de la fissure, et on retrouve ça. Et alors, je fais une aparté avec le fait que dans la série, on mentionne quand même très souvent, les family values, et du coup, moi, j'avais tout de suite Manson dans la tête, et je me suis dit, oulala, s'il se revendique des valeurs familiales, ça va mal finir, c'est évident. Enfin, on avait peu de doutes, oui. Mais pour moi, je pense qu'il y a une ref à Manson à ce moment-là aussi. Et du coup, quand même, il y a un autre truc qui est intéressant dans la série, c'est l'aspect très actuel, parce que ça aborde quand même plein de choses, aussi bien du point de vue politique que du point de vue lifestyle ou vie en général, des questions qui nous questionnent tous, le rapport à la médication, à la douleur, la crise du fentanyl, la crise de la drogue, et il y a plein de choses qui sont très très contemporaines. D'ailleurs, la crise du fentanyl, il y a une scène qui est, je trouve que c'est une des scènes les plus marquantes, la pluie de corps. Je n'irai pas plus loin pour pas révéler, mais ça, c'est une scène qui est terrible. Moi, je l'ai trouvée vraiment très très forte pour évoquer la crise du fentanyl. Mais d'ailleurs, sur Netflix, il y a plusieurs documentaires, pour le coup, vraiment pas spécialement romancés, qui parlent de cette question des antidouleurs et de la crise des antidouleurs. Et je trouve que c'est assez intéressant, ce positionnement parce qu'en France, on n'a peut-être pas forcément l'idée de ce que ça veut dire, la crise du fentanyl et la crise des opioïdes, où on a distribué, ou on a fait vendre beaucoup d'opioïdes en disant que c'était safe, sauf que les opioïdes, ça reste des opioïdes, et donc du coup avec une accoutumance forte. Et c'est pour ça que notamment même dans des séries plus vieilles comme dans Dr House, il y a toujours des gens qui sont complètement drogués aux antidouleurs.
Et cette question-là de comment on accepte la douleur du corps dans la société, moi j'ai trouvé qu'elle était bien traitée, et notamment avec un personnage qui est un petit peu étrange. Moi je suis pas sûre d'avoir tout suivi. L'histoire de Juno, qui est la nouvelle femme de Roderick, qui elle aussi est un espèce de... Elle aussi, tu vois, on disait que la petite fille Lénore était la plus innocente. Je trouve que Juno, malgré le fait qu'elle soit, elle, une droguée, était quelque part aussi une part d'innocence, de force de vie, qui se laisse Oui. pas bouffer par cette espèce de famille complètement méphitique et en forme de toile, et qui tisse sa toile d'araignée pour détruire tout ce qu'il y a autour d'elle. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, autre chose, je pense que je voudrais votre avis, mais moi, clairement, pour moi, le sujet principal de tout ça, c'est une vraie critique du néolibéralisme et du capitalisme américain. Enfin, moi, je l'ai ressenti très fortement comme ça. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais j'ai pensé au grid de Obama au moment de la crise de 2008. Quand il dit, enfin, en fait, c'est l'avidité qui a causé la crise, mais moi, je pense que c'est aussi un brûlot politique, hein. Pas pour vous, mais moi, Brûlot, je l'ai ressenti comme j'irai ça. peut-être pas forcément jusque-là, mais le fait que... ce qui est intéressant, c'est que bon, des séries ou des films qui critiquent le capitalisme, il y en a plein, mais j'ai trouvé que du coup, là, elle se met du côté de la loi et de la justice comme possibilité de solution. Parce qu'il y a aussi Mm. un film de procès, il y a aussi une série de procès quelque part. Oui. Et Dupin, il est là du côté de la loi, et il y est tout le temps. Et la solution qui est proposée à ça, c'est la régulation par l'État, qui, à mon avis, ne marchera pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant que oui, ça parle de cette charge politique, et en même temps, ça propose une solution, ou un embryon de solution. Et Alex, toi, t'as vu cet aspect-là ou pas du tout? Alors oui, après c'est pas trop mon domaine d'expertise, hein, la politique et ce genre de critique. Après, on reste quand même voilà sur des choses, comment dire, que malheureusement on sait tous que quand on est riche, on est un peu intouchable par la justice. Ça a un côté un peu mystique dans cette série, le fait d'être intouchable du côté de la justice et de pouvoir tout se permettre. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant. Moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi le personnage de Juno, c'est ça, sa nouvelle femme, qui est instrumentalisée comme ils aiment bien instrumentaliser. C'est une droguée qui a survécu à des doses de fou, et du coup, elle est présentée comme, voyez, ma drogue, elle est pas dangereuse parce qu'il y a une personne qui n'en ressent pas les effets. Donc, c'est pas dangereux. Un outil marketing. Et voilà, et ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup aussi dans la crise du Covid, avec les traitements alternatifs bizarres, que là, maintenant, il commence à y avoir des études qui sortent pour montrer que c'était de la grosse merde. Mais il y a toujours ce biais un peu le biais du survivant, voilà. Et ça, moi, c'est ça que j'ai vu. Après, tout ce qui est politique et tout, disons que j'ai vu ce qui est montré, genre, avec des gros sabots. J'ai pas été trop cherchée dans la critique non plus, en regardant la série Maison et Chat. Alors, autre chose qui m'a aussi beaucoup plu, il y a une grande inclusivité dans cette série. Dupin est homosexuel, il est marié, il a des enfants. Il y a la bisexualité qui est évoquée. Parce que... Alors, par contre, quelque chose qui... Je sais pas décider. Si... il y a tout un aspect très sexuel, notamment par les pratiques sexuelles de certains des enfants de la famille Usher. On a le libertinage, enfin le sex group, on a le candolisme, on va avoir le triolisme. Je me trompe pas, hein, je fais la liste. Hein. Non, pour l'instant, il en reste. Il en reste, il y en a encore, hein, oui. Oui, là, tout ce que vous voulez, c'est à peu près abordé. Hein. BDSM, j'ai oublié, BDSM. Et il y a quelque chose d'intéressant. J'arrive pas à savoir si c'est une sorte de critique un peu moisie de dire les riches, c'est des pervers, ou si c'est la volonté de montrer d'autres formes de sexualité. Mais il y a toujours une idée de pouvoir, par contre, dans leur sexualité. Alors, c'est marquant. Quand t'as posé la question, je me suis dit, j'avais pas vu ça, mais du coup, moi, je le rattache beaucoup parce que ce que j'ai vu de Flanagan aussi, c'est le sermon de minuit. Donc, du coup, la question plutôt de la religion et donc d'une
d'une sexualité très normative. Et donc, je pense que c'est plutôt pour lui un moyen de montrer le fait que ces personnages ont perdu le sens de la spiritualité, parce qu'elle est quand même très présente dans le premier épisode, et puis plus du tout, sauf dans les moments où ils sont dans l'église, cette église d'ailleurs qui est vide, et qui est pas du tout une église chrétienne catholique. Ça m'a fait rire, parce que les vêtements vont pas, enfin bon. Et du coup, j'étais, mais qu'est-ce que c'est comme religion qui met en scène, en fait? Et c'est vrai qu'il y a cette question de la sexualité qui est très présente, mais qui est montrée, qui est pas nécessairement jugée, je trouve. Mais c'est possible qu'il y ait cette idée en effet récurrente et assez courante de les riches sont des jouisseurs, alors que au moins les pauvres ils ont leur morale pour eux, quoi. Après, je pense peut-être que c'est une sexualité qui est évoquée dans le sens de pouvoir, de relation de pouvoir. Et aussi de souffrance. Parce que, notamment si on prend Tamerlane, ouais, elle souffre énormément. C'est montrer à quel point aussi c'est compliqué pour elle. Alors, on dirait un petit peu... Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. À un côté où, de la même façon que la ligodone, les gens prennent des doses de plus en plus fortes pour la douleur. Là, la sexualité, eux, ils vont tous chacun dans leur délire, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Eux aussi, ils vont, comme s'ils avaient une accoutumance. Ah, bien vu. Ouais, j'avais pas vu comme ça. Mais après, et j'ai vraiment l'impression que genre, il faut encore aller toujours un pas plus loin, encore un peu plus loin, parce qu'ils sont des pratiques quand même tous assez extrêmes. Même, enfin, c'est pas des pratiques violentes toutes, hein. Dire la personne qui fait ménage à trois, c'est un peu bizarre, mais il y a pas forcément de violence physique. Et on dirait qu'il faut toujours aller plus loin, comme s'ils étaient désensibilisés, Oui. en fait, de tout le reste. On dirait que ces gens-là, ils sont désensibilisés. Mais effectivement, je rejoins Noémie sur le côté religieux. Mike Flanagan, il joue toujours avec la religion dans ses séries. Mais je savais pas si c'était dans les nouvelles de Poe ou tout ça, à la base, tout ça, mais tout cet aspect religieux dans toutes ces séries, à un moment, il s'y rattache d'une façon ou d'une autre. Bon, dans les nouvelles de Poe, la sexualité, elle est comme au 19e siècle, elle est toujours plus ou moins présente, mais elle n'est pas... Il y a quelque chose de... L'inceste, par exemple, dans la nouvelle, la chute de la maison Usher, il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent. Mais même Poe lui-même n'est pas très net là-dessus, parce que si je me trompe pas, il a épousé une jeune fille, une enfant de 13 ans ou 14 ans, hein, c'est sa cousine. Si je me trompe pas. Donc il y a quelque chose. Mais je pense que oui, tu as raison, je l'avais pas vu, mais c'est des junkies. Ils sont junkies. Ils sont junkies à l'argent, ils sont dépendants de l'argent, ils sont dépendants aussi du sexualité. Tu as tout à fait raison, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Oui, ils sont tous junkies, et en plus ils s'encouragent enfin, il y a ce côté familial qui vient faire que tout le monde va plus vite. Enfin, j'avais l'impression de regarder pour faire une comparaison avec un autre film de famille qui pour le coup est moins dysfonctionnel. Ils étaient tous dans le même minibus et ils appuyaient sur la pédale. Ils vont dans le mur, ils le savent dès le départ, alors qu'ils pourraient se freiner les uns les autres, mais non, tout le monde fonce. Et à la rigueur, le plus vite possible. Et je trouve que les personnages de jeunes, et notamment des jeunes frères, ils sont vachement comme ça. Ils provoquent la catastrophe le plus vite possible, finalement. Et ça, c'est particulièrement vrai dans l'épisode 2. Qui est, à mon avis, un des meilleurs. Moi, c'est celui que j'ai préféré, l'épisode 2, peut-être. Très, très graphique, mais que j'ai trouvé avec le plus d'ambiance et qui suffit presque à lui-même. Qui est un des plus longs, d'ailleurs, je crois. Ouais, une 60aine de minutes. Ouais. C'est vrai qu'il est très très bien. Je sais pas si Alex tu l'as aimé aussi, mais le 2, ouais, il est très impressionnant. Oui, c'est vraiment lui qui m'a accroché. Je trouvais l'épisode 1 très mou. Et je pense que j'avais besoin de cette dose d'adrénaline pour continuer la suite. Par contre, c'est un épisode, clairement, on n'est pas sur Peggy 16 au moins, quoi. Au moins. Oui. Donc... Au moins. Parce que certes, il y a les trucs sexuels, mais là, on est sur un truc graphique très, très, très... Ah, on est sur du gore. Oui, sur du body horror. Il y a quand même plusieurs choses autour du body horror, de ce côté mise en danger des corps physiques, notamment du corps de la femme de... Ça y est, j'ai perdu son nom.
Oui, Ah oui, de du premier enfant, Frederick. de l'aîné, Frederick, des enfants. l'affreux Frédéric, vraiment qui est un personnage Ouais. détestable. Mm, Ouais, Maury. C'est Maury, Oui, c'est ça. Morella. Et donc du coup, Ouais, là aussi, il y a Morella. des trucs qui sont... Il y a vraiment de l'horreur physique pure, quoi. Est-ce qu'on peut conclure en se donnant nos Oui, tout avis? à fait. Là... Qui Ouais. recommande? Allez, bah commence. Allez, vas-y, Moi, commence, moi commence. je recommande à fond. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça a été le vrai truc qui m'a plu, c'est que ça m'a donné envie de lire les nouvelles de Poe. Et ça, je trouve ça trop cool. Qu'une série me donne envie de lire. Comme j'ai toujours un peu la concurrence dans ma vie entre est-ce que je lis ou est-ce que je regarde une série, là, je suis très contente qu'elle me donne envie de faire les deux. Alex? Bah, de mon Attends. côté... Ah, pardon, vas-y. Non, mais vas-y, David. Alors, moi, je recommande aussi fortement. Autant esthétiquement, graphiquement, si on connaît Poe, on ne connaît pas Poe, ça permet de le découvrir. J'ai relu la nouvelle, La chute de la maison Usher, durant le visionnage de la série. C'est pas trop long, ce qui est bien. Parce que je déteste quand on fait durer, effectivement. Et j'ai beaucoup aimé le sous-texte, moi. Je trouve que ils ont bien relié à l'actualité contemporaine, alors particulièrement américaine, parce que le fentanyl, voilà, comme tu l'as dit, c'est pas une crise européenne, mais je pense que le sous-texte est vraiment intéressant. C'est très riche, et je pense que c'est regardable à nouveau, tu as raison. Même si on connaît la fin, c'est regardable à nouveau. Ouais, je recommande. Mm. Dans Alex. mon cas, je sais pas si je le regarderai à nouveau ou si je vais pas d'abord lire Edgar Allan Poe avant de me décider. Après, de vous écouter parler de plein de choses que j'avais pas forcément remarquées ou en tout cas analysées, ça me donne envie de le regarder. Peut-être pas aussi vite que je l'avais regardé la première fois, parce que même si je l'ai pas binge, je l'ai regardé quand même en une semaine, donc ça va vite. Mais non, je recommande chaudement cette série si on est quand même assez bien accroché, parce que c'est quand même une série qui va vachement titiller au niveau, comme on l'a dit, graphique. Il va y avoir des choses pas faciles quand même qui vont être montrées. Et puis voilà, c'est une série avec énormément de trucs sexuels qui se passent, même si c'est pas explicitement montré à l'écran. C'est pas la série qu'on va regarder avec ses parents, quoi. Mais ouais, non, je recommande, même sans le sous-texte, c'est une série qui est intéressante à regarder et qui va surprendre à Pour moi, plusieurs le moments. niveau Franchement. d'horreur est American Horror Story. Voilà. Moi, je fais pas plus, pas moins. Mais Ouais, très j'ai juste. retrouvé d'ailleurs pas mal de Hmm. choses qu'on retrouve dans American Horror Story, avec cet aspect d'anthologie aussi, voilà, de référence. Je me suis dit, bah, c'est une très 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 bonne saison d'American Horror Story. C'est vrai. Et puis la qualité de jeu Marc est très Hamill est bonne. Mark incroyable. Hamill je pense qu'il est Marc Hamill, extraordinaire. Réellement donnez-nous extraordinaire. du Marc Hamill, tout plein. Oui, et oui, oui, il est très bon, il pourrait faire... Ouais, ouais. Ça révèle aussi le lecteur. Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Eh bien, voici pour clore cet épisode de Watchlist sur donc la chute de la maison Usher. Je ne vous ferai pas l'affront de le dire en anglais. Vous le trouverez sur Netflix. On vous conseille également la lecture de Poe. Eh bien, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.